Ensuite, toujours dans là on est assez bien avancé. Ensuite, une troisième série d'activités qui est la plus lourde de ce volet, qui consiste à avoir des plans de formation personnalisés par différents types d'acteurs. Entre les partenaires sur place, c'est ce qui a été fait lors du dernier comité de pilotage. On a discuté les premiers résultats de cette étude diagnostique et on a constaté que c'était un bon outil de dialogue. Et puis ensuite, concevoir des outils, soit les connecter et donc mieux utiliser ce qui existe et qui n'est pas nécessairement diffusé, ou adapter les outils existants, ou concevoir des outils pour analyser et suivre le marché du travail en termes de besoins en compétences. C'est la conception d'outils, d'un set d'outils, d'enquête auprès des entreprises, d'entretien qualitatif des directeurs de ressources humaines, d'enquête sur les jeunes, les sortants de centres de formation, ou les jeunes chômeurs, etc., ou les jeunes travailleurs même, pardon, enfin jeunes ou moins jeunes travailleurs d'ailleurs, pour comprendre si, donc c'est des outils qui aident à analyser si les compétences qu'ils ont acquises ou les qualifications qu'ils possèdent correspondent à l'emploi qu'ils souhaitent avoir ou qu'ils ont déjà, ou qu'ils recherchent, et voir si le marché du travail, à l'inverse, a besoin des compétences pour lesquelles ils sont formés. Donc c'est vraiment des outils de suivi qui vont servir au pilotage, bien sûr, de l'offre de formation. Donc ils sont en cours d'application au secteur du tourisme, et ensuite, une fois que leur pertinence sera validée, il y aura un transfert progressif, évidemment, aux acteurs institutionnels locaux et régionaux. Et enfin, le développement d'une fonction observatoire du marché du travail au niveau régional. Je dis bien fonction et non pas institution observatoire. L'idée, c'est pas d'avoir une énième structure, mais plutôt d'arriver à organiser cette fonction d'observation du marché du travail et de veille sur les compétences requises pour que l'offre de formation puisse suivre. C'est l'axe 2. L'axe 3, si vous me suivez toujours, j'espère que je ne suis pas trop longue, mais je pense que c'est important parce que vous verrez les recommandations ou les points de vigilance qui s'en suivent sont très liés à toutes ces activités-là. L'axe 3, c'est un axe sur les actions innovantes, donc fondées sur le partenariat. Alors il y a quatre grands axes. Le premier, qui a été défini par les acteurs. Le premier, c'est un gros volet orientation professionnelle des jeunes et image de la formation, orientation professionnelle des jeunes surtout, avec la nécessité d'avoir des jeunes qui connaissent mieux les métiers, qui connaissent mieux les secteurs d'abord, les métiers. Comportement ou du savoir-être au travail qui sera instauré dans un certain nombre de centres de formation volontaires évidemment et qui sera conçu, ça c'est un peu une des particularités, par des professionnels bénévoles, c'est-à-dire qu'il y aura des inputs, il ne sera pas conçu entièrement par eux bien sûr, ce ne sont pas des pédagogues, mais il y aura des inputs de la profession sur ce qu'ils attendent d'un jeune dans une situation de travail. Et ça se fait ça va se faire en étroite corrélation, bien entendu, avec le Sénafif. Le deuxième module, c'est un module entrepreneuriat pour les centres de formation, qui n'en disposent pas en général. Et là, c'est même principe. Troisième type d'activité, c'est le fait d'avoir, vous savez, dans le plan d'encouragement à l'emploi, il existe cette composante de prime d'aide à l'employabilité contre stage. Et l'idée, c'était de pouvoir, à travers le projet, rentrer dans le fonctionnement de cette dynamique d'employabilité en recrutant un certain nombre de stagiaires qui sont détachés auprès des institutions pour justement les aider dans cette approche partenariale. Donc des stagiaires demandeurs d'emploi, volontaires, et on a eu une série de recrutements qui s'est faite. 15 stagiaires.
Et ensuite, quatrième volet d'action innovante, c'est prévu pour l'année prochaine, parce qu'évidemment, il faut déjà que la dynamique partenariale se mette en place, c'est de commencer à travailler avec les directeurs de centres de formation, leurs équipes et les branches professionnelles, dans le cadre des conseils de centre, et ça peut être d'ailleurs en dehors, sur le diagnostic de leur propre offre de formation et éventuellement des propositions qu'eux souhaiteraient faire pour la diversification de leur offre de formation ou l'adaptation de leur offre de formation, d'une part. Donc ça, c'est au niveau de chaque centre. Et puis le deuxième volet, c'est qu'une fois qu'on a ces propositions au niveau de chaque centre, qui ne seront pas nécessairement bien sûr des actions, puisque le centre n'est pas décisionnaire, d'accord, c'est plutôt de tester une approche, c'est d'avoir ensuite la possibilité de consolider ces propositions dans un schéma régional de développement de la formation professionnelle qui soit piloté par la direction régionale de la formation. Et là, évidemment, on est déjà dans un calendrier un peu plus éloigné, tout ça prend beaucoup de temps. Enfin, la capitalisation, donc là c'est des scénarios de réforme pour le renforcement disons la réforme administrative du MFPE, c'était une requête très forte du ministre. Donc il y a 3 scénarios qui sont en cours de développement qui seront soumises, on a déjà eu un premier échange mais au ministère et j'espère de façon plus large à une consultation avec les directions régionales sur la base des fonctions des DRFPE. Pour ça découle de l'audit organisationnel de la DRFPE de Medellín, mais aussi de discussions avec 4 autres directions régionales, les directions régionales du Sud. Des ateliers de partage avec les autres régions, une mise en réseau international, des visites d'études et une consolidation périodique des enseignements, je l'ai dit. Donc l'axe est plus un axe vraiment consolidation. Alors nos premiers enseignements et points de vigilance, je vous les ai préparés ou présentés au regard nous on s'était posé aussi collectivement des principes d'intervention. Et donc j'ai repris ces principes d'intervention et pour chacun il y a des points de vigilance qui se dégagent. Le premier évidemment qu'on avait de principe d'intervention, c'était de respecter le cadre existant et de s'insérer intégralement dans les politiques nationales. De ne pas commencer à avoir un projet qui parte en électron libre et qui donc n'ait aucune chance de remonter au niveau national. Ça me paraît, c'est la base. Enfin. Alors par rapport à ça, on constate trois défis. Le premier en termes de décentralisation et déconcentration. Il y a la volonté politique affichée jusqu'au plus haut niveau de renforcer les directions régionales. Je pense que vous avez entendu le ministre à plusieurs reprises parler de ce nécessaire repositionnement des directions régionales, de la formation et de l'emploi. Et au même moment, il y a des réformes ou des réflexions en cours sur la déconcentration de l'ANETI, la déconcentration ou la régionalisation de l'ANETI et de la TFP. Donc le point de vigilance ici, c'est de savoir, comment dire, veiller à une bonne cohérence entre les différentes approches de décentralisation. C'est sans doute évident, mais c'est bon de le rappeler. Le second point de vigilance, c'est sur la gouvernance partenariale des centres. Donc là, pareil, les points de vigilance ne sont pas nécessairement c'est pas des choses définitives, mais c'est la question de ces conseils de centre. Qu'on ne parle plus de conseils d'établissement puisqu'ils n'ont pas d'assises juridiques, c'est clair, je pense, pour tout le monde, mais en tout cas, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, disons. Donc, veiller à voir comment ces conseils paritaires peuvent se mettre en place, c'est un point important. Troisième point de vigilance sur la valorisation de la formation professionnelle. Vous avez entendu comme moi hier en plénière la nécessité de revaloriser la formation professionnelle, de lui donner sa juste place dans la société. Au même moment, pour ne prendre qu'un exemple, vous avez peut-être entendu que le ministère de l'Éducation, à titre exceptionnel, accordera aux sortants de collèges techniques qui ont plus de 12/20 le passage dans l'enseignement général.